Je suis Mélique Monasser, mon invité du jour est Victoria Charlton. Bonjour Victoria, comment tu vas? Ça va bien toi Mélique? Ça va super. Bon, on va être clair un petit peu, on pose les choses, on se connaît. Oui. D'accord. Oui, Je gère ta promotion, la promotion de ton livre, ta promotion en France. Oui. Donc on a fait une belle tournée des médias. oui, vraiment, merci beaucoup pour ton travail. J'adore ça, je sens que je suis partout dans les médias. C'est parfait. Ah, ça te fait plaisir? Oui, vraiment. Oui, mais c'est bien pour la promotion du livre, là, les ventes et tout. Tu es en Europe, en France et à Paris pour la première fois. Ouais. C'est bien Paris? Oui, j'adore ça. C'est sûr qu'on a moins le temps d'en profiter. Là. On est très occupés. J'avais entendu beaucoup de choses sur les Parisiens, puis j'avais un petit peu peur de faire rire de mon accent et tout. Mais non, les gens sont super sympathiques et bon, je pense qu'ils sont habitués d'entendre des Québécois. Là. Ouais. On avoue, je me suis moqué quand même un peu de toi. Ouais, pas tant que ça. Ah, un petit peu, Ouais. un tout petit peu parce que j'adore le mot capoter. Ah, j'ai capoté. Ça veut dire quoi, capoter? Par exemple, je capote, c'est genre, je flippe ma race. Je sais pas si ça se dit, Ça se c'est dit. poli. Mais je capote ou ça me fait capoter, ça me fait... C'est comme... I'm going crazy, genre, c'est ouais. Alors, on est dans une chambre d'hôtel, dans un hôtel qui s'appelle le Vice Versa. Ouais. C'est une chambre qu'on appelle Colère, avec une déco, mais totalement Vraiment. true crime, non? Ouais, vraiment, c'est parfait, là. Surtout le plafond. Et ça dit bang bang, my baby shut me down. Pour ceux qui ne te connaissent pas, qui est Victoria Charlton? Mon Dieu. Je me suis jamais fait demander ça. J'ai 27 ans, je suis une Québécoise qui habite au Mexique. Je suis une passionnée, justement, de true crime, évidemment, de lecture, d'animaux. J'adore les animaux. Je suis très impulsive et impatiente. Ouais. Je pense que ça résume bien. Qu'est-ce qui caractérise ton impulsivité? Je suis Gémeaux. Je sais pas si tu crois à ça. Je suis Gémeaux, donc je suis toujours... Ouais, j'ai un comportement très impulsif, je crois. Mais c'est ma personnalité, ouais. Toi, tu crois à ça? Dans les croyances, Ok, ouais. liées à l'horoscope, les croyances des Plus voyants. ou moins, ça dépend. Oui, l'horoscope... par exemple, ta personnalité selon ton signe astrologique, ça, j'y crois beaucoup. Mais je vais pas lire mon horoscope à chaque jour, ça, j'y crois pas. Mais tu sais, juste genre... Ouais, ta personnalité, là, ouais. Qu'est-ce qui te caractérise le Gémeaux? Le Gémeaux, on a comme... Mais ça, c'est classique, là, qu'on a comme deux personnalités. Ouais. Ça, c'est vraiment vrai, là, ça pourrait pas être plus vrai pour moi. On est assez, justement, impulsif, on est très charmeur. On aime beaucoup parler, avoir des discussions, avoir le centre de l'attention. Ça aussi. Puis c'est ça, on peut être super social ou très... moi, j'adore aussi... Tu sais, toutes mes semaines, je passe la semaine chez moi en pyjama, parce que pour mon travail, là, surtout. Ouais. Donc ça veut dire que tu as un ego, c'est ce qui a fait que... Ouais. On a tous un ego, hein. Ouais, Mais c'est ce qui a fait justement que tu t'es dirigé vers YouTube? ouais. J'aimais quand même, je pense que c'est ça, j'aimais raconter des histoires, puis je pensais que je trouvais que je le faisais bien, puis je me suis dit, il me semble que j'aimerais avoir un grand public. J'étais professeure, là, ça me donnait quand même de l'attention, tu sais, quand tu sais, parce que je veux dire, devant une classe, mais non, YouTube, j'adore, ouais, c'est parfait pour ça. Tu as commencé comme youtubeuse beauté? Ouais, mais... Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, c'est ça. Je sais pas, parce que... Non, mais j'ai fait une vidéo beauté. Puis c'est vraiment cringe, elle est encore sur ma chaîne d'ailleurs, mais ouais. Puis je trouvais que j'ajoutais rien vraiment à la communauté de youtubeuses beauté, mais j'ai commencé comme ça, puis je me suis dirigée vers le true crime éventuellement. Ouais. On peut préciser tes études? Oui. Tu as étudié, tu as l'équivalent Ouais. d'un master en France? Ouais, je l'ai pas terminé, là. Je suis en train de... Il me reste la conclusion de mon mémoire à faire, mais oui, j'ai un master ça s'appelle en études canadiennes, puis je le fais en littérature québécoise. Et j'ai un baccalauréat, ça c'est une licence pour vous, je pense, un baccalauréat en littérature, en création littéraire, voilà. Tu es née au Québec, tu es québécoise et tu vis actuellement au Mexique. C'est comment la vie au Mexique? Quand je suis déménagée, ça fait 5 ans maintenant que j'habite là. Quand je suis déménagée, j'adorais le Mexique. Alors là, je vais me moquer de toi. Je suis déménagée? Ouais. Quand j'ai déménagé. Oui. Sorry. J'adorais le Mexique. J'étais en amour avec le pays. Et là, comme de moins en moins, on dirait que la magie s'est perdue un peu. Puis là, je commence à voir les défauts parce que ça reste un pays en développement. Là. C'est vraiment pas comme le Canada qui est genre un first world country ou la France. Fait que je commence de plus en plus à avoir les défauts et on dirait que la magie se perd. Ouais.
Donc, c'est ça, mais c'est ça. C'est très, 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 très différent. Le Mexique, côté religion, sont encore très, très catholiques. Côté valeurs, côté environnement, on dirait que c'est vraiment, vraiment différent. Je précise, on est dans une chambre d'hôtel, mais César est juste à côté de nous. C'est ça. D'accord. C'est pour ça que j'ai regardé, pardon. Donc César est ton mari. Ouais. Ça fait quoi d'être une femme mariée aujourd'hui, à 27 ans? Ouais, c'est jeune hein, quand même, je pense. Ben, je sais pas. Au Mexique, c'est normal. Là. Ouais. Ça change rien, là, honnêtement. Je pense que ça fait déjà 8 ans que César et moi, on est ensemble. Donc, c'était comme juste l'étape pour officialiser le tout. Mais bon, je vois pas de différence. On t'appelle madame? Ouais, c'est vrai qu'on m'appelle. Ouais. Ça te fait bizarre? Ouais, señora, ouais. Non, ça me fait pas bizarre. Non. C'est juste de dire mon mari au lieu de mon petit ami. Mais j'aime ça parce que ça fait justement plus officiel, plus sérieux. Et voilà. Rassure-moi, t'es moins en amour avec le Mexique, mais t'es toujours en amour avec César. Oui, évidemment. Ouais. Pas le choix, là. Non. Ah oui, évidemment, oui. Peux-tu nous parler de ton parcours? Ouais. Mon parcours... Tu es né au Québec. Mm-hmm. À 4 ans, tu sais déjà lire. Oui, c'est vrai. Précoce, ouais, dis donc. Bah, pas tant que ça, ouais. Ouais. Et ensuite? OK, vraiment? Depuis toute petite. J'ai vécu... Mais c'est parce que pour les Français, c'est peut-être moins intéressant, mais j'ai vécu au Nouveau-Brunswick, qui est une province dans les Maritimes, une province canadienne anglophone. Et à Halifax, je sais pas si tu connais, c'est... Ouais. J'ai vécu au Nouveau-Brunswick, Halifax, qui est en Nouvelle-Écosse, 3 ans. Et après, je suis allée au Québec. J'ai vécu toute ma vie à Québec. Mes parents sont séparés depuis que je suis toute jeune. Donc, en tout, là, j'avais calculé, là, à l'âge de 14 ans, j'avais vécu dans 13 maisons différentes, ou sinon plus. Là. Donc, mon père il déménageait toujours, ma mère aussi. Donc, c'était vraiment... c'est ça. Parce qu'ils étaient séparés? Ouais, c'est ça. Ils ont D'accord. toujours été séparés, ouais. Mais j'ai jamais changé d'école, là. C'était pas vraiment... C'était pas un traumatisme, là. Ils n'ont jamais vécu ensemble? Non. Ah. Non, mes parents, ça aussi, je peux le dire, c'est intéressant. Ça a été un one-night stand. Je sais pas, d'accord, OK. Le coup d'un soir, c'est ça? Exactement. Plus ou moins. Là, ma mère, c'était la secrétaire de mon père. Mais c'est des meilleurs amis. Ils sont très, très proches depuis toujours. Voilà, donc c'est ça. J'ai un parcours, je sais pas. J'ai été cheerleader quand j'étais adolescente. Vraiment, ouais. Et c'est ça. Ensuite, je suis allée au cégep. Nous, on a un cégep, c'est comme... on a 5 années d'école secondaire. Ensuite, on a un cégep 2 ans qui est avant l'université. Donc nous, c'est collège, ensuite pendant 4 ans. Ensuite, c'est le lycée pendant 3 ans. Ouais, c'est à peu près pareil que le lycée, je crois. En arts et lettres. Et ensuite, le baccalauréat. Et quand j'ai fini mon bac, j'ai déménagé au Mexique, justement. Et je fais ma maîtrise à distance. Voilà. Ah, puis en arrivant au Mexique, j'ai commencé tout de suite, genre après 2 jours, j'ai été engagée comme professeure de français. Juste, pourquoi le Mexique? C'est parce que tu étais déjà avec César oui, ou pas encore? Oui, j'étais déjà avec César, ça faisait 4 ans qu'on était ensemble. Tu l'avais rencontré en dans voyage. un voyage au Mexique. Déjà au Mexique. Oui, pardon, oui, c'est ça. Ouais. Puis on est sortis ensemble 4 ans à distance. On se voyait chaque 6 mois environ. Ça a été quand même difficile, là, tu sais, 4 ans. Puis après 4 ans, justement, après mes études, j'ai dit, je déménage. On verra qu'est-ce que ça fait d'habiter dans le même pays, si on s'entend bien. Ensuite, c'est ça, en arrivant au Mexique, j'ai commencé à travailler comme professeur de français pour les Mexicains. Français seconde langue, là, c'est niveau 1, là, que t'enseignes les couleurs et tout. Et c'est ça, j'aimais ça quand même, mais au bout d'un moment, je me disais que c'était pas ça que je voulais faire de ma vie. Et c'est là que j'ai commencé YouTube. Voilà. Malgré tout, transmettre, c'est important pour toi. T'as besoin je pense de transmettre. Oui. Être professeur, c'est ça, j'aime bien, mais pas professeur de français. Là, j'aurais aimé être professeur de littérature et je pense que ça, j'aimerais ça comme travail. Ouais. Tu voulais faire quoi comme métier quand tu étais petite? Bonne question, je sais pas. Écrivaine, ben oui. Écrivaine ou travailler en publicité. Ouais. D'accord. Ouais. Dans le domaine de ton père, déjà. Ouais, c'est ça. Mon père a été en publicité. Lui était en création. Là, c'est lui qui était... Ouais. Domaine de la création. Puis ça, je trouvais que ça me rejoignait, mais j'ai pas vraiment fait d'études là-dedans. Donc, ouais. Alors, à date, nous sommes en janvier 2020. Tu as une chaîne YouTube qui compte plus de 55 millions de vues. Mm-hmm. Quel regard portes-tu sur le monde des influenceurs? Oh, ouais, bonne question. Je pense que je me détache quand même des influenceurs. Je pense pas...
Oui, j'ai une certaine influence parce que, par exemple, je vais mettre une photo de moi, puis les gens, d'où vient ton t-shirt, ou bon, des trucs comme ça. Mais je fais presque pas de partenariat. Je respecte énormément ma communauté. Je veux pas comme leur balancer des trucs à vendre, là, toujours. Parfois, j'en fais parce qu'il faut quand même que je mange. Il faut que je gagne ma vie. Mais, puis ben, les influenceurs, écoutez, moi, je trouve qu'être influenceur, juste pour être influenceur, on a quand même ce phénomène au Québec que les gens sortent des télé-réalités et ils deviennent influenceurs. Et en fait, ils font rien d'autre que publier des trucs, des publicités sur Instagram. C'est juste ça qu'ils font. C'est pareil en France. Hein. Ouais, j'imagine. Ouais. Mais tu sais, si t'es YouTuber, tu fais quelque chose et là, t'es influenceur comme par défaut. Moi, je trouve que c'est correct. Il faut juste que tu respectes ta communauté, justement. Surtout que tu es dans un domaine quand même particulier, dans le true crime. Donc c'est encore une autre façon de procéder. Parle-nous de ton audience. Tu es suivi par en tout cas, tes vidéos sont regardées par 90% de femmes. Ouais, ou plus même, je pense. Ouais, non, c'est 90. Ouais, 90% de femmes regardent tes vidéos. Ouais. Comment t'expliques que tu plaises aux femmes? Ouais, c'est vrai, hein? Mais là, de plus en plus, il y a des hommes et je suis quand même contente de ça parce que c'est ça, je veux pas juste toucher les femmes, là, du tout. Mais je pense que c'est tout simplement parce que au départ, j'ai eu quand même des shout-outs, là, si on veut, d'autres YouTubers. C'était des femmes déjà, des YouTubers beauté, des vlogueuses, puis on parlait de moi. Et là, c'était des femmes qui suivaient déjà. Fait que je pense que c'est juste un heureux hasard. Et là, de plus en plus, il y a des hommes qui vont s'abonner à moi. Mais je pense qu'ils voient mon nom, c'est Victoria Charlton, puis bon, je pense qu'ils disent « Ah, c'est une YouTubeuse beauté » ou un truc comme ça. Mais ouais, je pense que c'est ça. Et ton public? Ils regardent tes vidéos de quel pays essentiellement? Donc je sais qu'en France, c'est environ les 2/3 de ton audience. Ouais. Et quels sont les autres pays? Ben là, évidemment, Canada, français, là, Québec, peut-être Nouveau-Brunswick, Ontario. La Belgique? Belgique, oui, beaucoup. Suisse. Je reçois beaucoup de messages Côte d'Ivoire, Madagascar, Algérie. Algérie, il y en a beaucoup, ouais. Coucou à nos amis algériens. Oui. Puis j'oublie toujours, on dirait que je dis les Français, mais tu sais, moi quand je dis les Français, c'est genre la francophonie, ceux qui parlent, les personnes qui parlent français. À part le Québec, c'est ça, j'oublie toujours. Mais je pense que c'est ça. Il y en a de tous les pays, c'est ça, j'en ai vu du Vietnam, puis bon, en Australie, mais comme je disais, c'est sûrement des expatriés, là, dans le fond. Mais ouais, c'est ça. Tu excelles particulièrement dans le domaine du true crime. Peux-tu nous définir ce qu'est le true crime? Oui, j'essaie de... Puis j'ai même essayé longtemps de trouver comme une traduction en français, mais j'ai l'impression que... Je pense que ça serait genre des affaires criminelles. Mais le true crime, c'est comme... Parce qu'en fait, on le voit surtout dans les podcasts. C'est comme ça qu'on appelle ça, true crime, dans les podcasts et sur YouTube, parce que c'est comme faire des story time ou raconter des histoires, mais c'est des histoires vraies qui touchent au crime. Voilà. Je pense que c'est comme ça qu'on pourrait traduire ça. Peux-tu nous parler du phénomène true crime? Comment tu expliques qu'il y a une telle demande? Les gens aujourd'hui se précipitent sur les vidéos de Grégory, par exemple, de Magnota sur Netflix, dès qu'il y a une émission. Et toi, aujourd'hui, tu es suivi, tes vidéos sont regardées quand même par un public assez nombreux. Ouais. Qu'est-ce qui plaît? Il y a beaucoup de facteurs, moi, je pense, là. Parce que le true crime a toujours existé, en fait. Il y a toujours, en France, là, je sais que vous avez beaucoup de documentaires true crime. Nous, au Québec, on avait Canal D. C'est un canal d'investigation, dans le fond. Puis c'est une chaîne d'investigation. Puis ça l'a toujours plu à tout le monde. Mais là, j'ai l'impression que c'est avec la montée de YouTube, premièrement, que les gens étaient comme écœurés de voir juste toujours la même chose sur YouTube. Ça a commencé aux États-Unis. Ensuite, la montée des podcasts. Aussi, avant, on n'avait pas de podcast. Quoi d'autre? Il y a tellement... C'est ça. Moi, je l'explique aussi d'une manière, parce que c'était vraiment aussi un phénomène qui était très fort aux États-Unis. Ouais. Les affaires étaient traitées aux États-Unis, donc en langue anglaise. Et ce qui est drôle, c'est que c'est justement des Canadiens comme toi qui parlent... Toi, tu parles 3 langues, par exemple, qui peuvent aller faire les recherches en anglais, qui peuvent ensuite les retransmettre
aux francophones parce que tu as cette sensibilité liée à la langue, tu es intéressé par le sujet. Et c'est grâce à ça que nous, aujourd'hui, on est aussi informés d'affaires auxquelles on n'aurait pas eu obligatoirement accès parce que la langue, on n'est pas obligatoirement les meilleurs en langue anglaise en France. Oui, mais en même temps, pourquoi ça a eu de la popularité comme ça aux États-Unis? Tu sais, c'est ça, le phénomène True Crime, pourquoi il a été connu aux États-Unis. Ici, en France, ça commence parce que, justement, il y a des gens pour traduire ces choses-là. Mais pourquoi? Parce que c'est très récent aux États-Unis aussi. Ça doit faire maximum 5 ans, mais maximum. Mais je pense que juste... Maintenant, sur YouTube, les gens s'improvisent comme détectives, s'improvisent cuisiniers, s'improvisent plein de trucs. Puis je pense on a découvert un réel intérêt vers ça. Puis... Ouais. Qu'est-ce qui te légitime, toi, Victoria Charlton, aujourd'hui? Moi, je le sais. Ouais. Ben moi, je sais pas tant je sais pas tant que ça. Non, premièrement, c'est sûr que le fait de parler 3 langues, ça aide parce qu'il y a beaucoup d'affaires, par exemple, espagnoles, mexicaines, que, en français, personne n'est au courant de ces affaires. Donc ça, j'ai un petit truc de plus, je crois. Je parle très, très, très bien anglais. Je le comprends parfaitement aussi. Ça aide, je pense. Je pense que c'est vraiment aussi... Je pense que c'est mes études là, de littérature, de création littéraire. J'ai écrit des textes toute ma vie, des essais, des tout. J'en ai écrit beaucoup. Puis je pense que je suis capable de comme formuler une histoire. Donc, je crois avoir comme un don de narratrice et être capable de transmettre justement une histoire. Fait que ça, je pense que ça me qualifie, là. Et j'ai une sensibilité... Parce que je trouve qu'on perd beaucoup ça sur YouTube, là, justement avec le true crime. J'ai une sensibilité peut-être que d'autres n'ont pas, qui vont faire du true crime parce que c'est la mode. Puis ils vont être très sensationnalistes, puis ils vont comme oublier qu'il y a des victimes. Mais on dirait... Moi, j'essaie justement de pas les oublier, justement, et de pas manquer de respect l'envers. Je pense que ça pourrait me définir. Mais me qualifier, c'est sûr que j'ai pas d'études pour être détective ou je suis pas policière. Mais... Je pense que tu te sous-estimes quand même. T'as quand même un sérieux. On parle des études, il n'y a pas que les études, mais je pense que ça t'a aussi préparé à un travail de recherche. Ouais, c'est ça. Donc je pense qu'aussi ton travail de recherche, n'oublions pas que tu es aussi au contact des familles. Oui. Tu as parfois en ligne certaines familles, tu les aides, tu as des discussions avec elles. Oui. Tu as des échanges et tu t'en fais part. Oui, c'est vrai. Ça, oui. Je pense que je suis capable peut-être de connecter avec les familles, là, celles que j'ai parlé. Mais c'est vrai aussi, les recherches, c'est comme 90% de mon travail, là, presque. Puis c'est vrai que j'ai toujours j'ai de la facilité avec les ordinateurs et tout. Fait que je pense que ça... Je pense qu'ils ont compris Siri ou quelque chose. Ouais, elle a compris ça. Mais ouais, c'est ça. Tu publies ton premier livre, Gardez l'œil ouvert, 15 histoires de disparitions mystérieuses aux éditions de l'Homme. Comment tu définirais ce livre? Mais je pense que ça ressemble vraiment à ce que je fais sur ma chaîne. Définir... On y trouve quoi? 15 histoires de disparition mystérieuse. Non, c'est comme, je pense que c'est comme des nouvelles littéraires, là, un peu, comme un recueil de nouvelles, mais c'est des histoires vraies qui font peur, un peu. Pas tous. Comment t'as traité? Ça veut dire que quand on ouvre le livre, souvent, il y a écrit « à mes yeux ». C'est-à-dire que t'expliques l'histoire. T'as des encadrés noirs dans lesquels tu dis... qu'est-ce que tu expliques dans ces encadrés noirs? Ouais, en fait, quand j'écrivais, j'avais tendance à dire... à faire pas de la fiction, mais dans mon écriture, ma maison, mon éditrice était vraiment là, mettons, je disais une phrase, puis elle était là, non, c'est toi qui penses ça. Fait que là, elle était là, ça, tu peux pas le mettre. Puis j'ai dit, il me semble que j'ai plein de choses à partager. Par exemple, je vais parler d'une disparition, mais il y a comme 5 autres disparitions qui sont liées à cette disparition dont je parle, puis je peux pas... c'est comme si on se perdait un peu là, fait que c'est pour ça qu'on a décidé de faire des encadrés. À mes yeux, c'est quand moi je dis mon opinion. Les encadrés foncés, c'est comme des informations intéressantes à l'histoire dont je parle. Il y a des sous-titres aussi, comme des phrases clés là, à retenir dans le chapitre. Ouais. Je vais t'embêter. Ouais. Fais-nous la youtubeuse. Ah non, tout le monde. C'est un private joke, je suis désolé. Oh my God, oui. Tu vas aborder quelle histoire bientôt?
va diffuser ce dimanche, tu seras déjà rentré. En tout cas, tu seras parti C'est vrai, de France. Déjà, ça passe vite. Pour le Mexique. Tu seras triste, tu penses Oui, mais c'est tellement pas fatigant, mais c'est une semaine chargée. Donc, je vais être contente de rentrer. C'est pas des vacances, là. Ouais. Tu prépares quoi comme histoire? Est-ce que tu peux teaser le prochain sujet? Tu l'as choisi? Oui, c'est vrai. Puis il est déjà en ligne, en privé. Une histoire de la Belgique. Ah. C'est tout, d'un tueur de Belgique. Comment tu as procédé pour choisir ce sujet, par exemple? C'est vraiment avec... je peux le montrer, là. J'ai une application qui s'appelle Wonderlist. C'est wonderful parce que, par exemple, j'ai une... Je sais pas, non, on voit pas, en tout cas. Pas mais j'ai une liste... j'ai de la misère. Liste de tous les sujets que les gens me proposent et j'en ai énormément, là. Moi, je les vois. Ouais. Il y en a comme... Là-dessus, là, attends, je vais vous le dire, là. J'en ai 471 sujets. Puis ça à venir, hein? Ou traiter à venir. Non, à venir. À venir. Mais pas à venir, sinon des idées de sujets. Et là, même qu'il y en a qui m'en proposent toujours, puis j'arrête de les noter parce que là, j'en ai trop. Mais... c'est ça, fait que je choisis qu'est-ce que ça fait longtemps que j'ai pas parlé. C'est parce que tout est comme des histoires américaines, il y en a tellement intéressantes, mais là, je peux pas juste parler d'histoires américaines ou canadiennes. Fait que là, ça fait longtemps que j'ai pas parlé d'une histoire française ou une histoire d'un crime résolu. Ça fait longtemps. Bon. Tu varies un petit peu. Ouais, c'est ça. En quoi tu es crédible sur ces histoires? Est-ce que tu peux élaborer? Tu les racontes, tu racontes ces histoires, tu donnes un coup de projecteur, vraiment tu mets en lumière certaines histoires qui peuvent peut-être permettre un jour de trouver une issue positive. Mais quand on contacte des personnes, finalement, pour eux, tu es une youtubeuse, quoi. Ouais. Est-ce que c'est péjoratif d'être youtubeuse? Non, ça me gêne pas. Non, je trouve pas. Ben, c'est sûr que... ça dépend aussi de la culture, là. On dirait qu'en France, les gens, la youtubeuse. Mais au Québec, on dirait que c'est pris un petit peu plus au sérieux. Qu'est-ce qui me rend crédible? Qu'est-ce qui fait que c'est intéressant? C'est que j'ai un très grand public. Puis, par exemple, je sais pas ici, mais au Québec, on dit telle émission à la télé, ça a 1 million de téléspectateurs. Et on sait pas réellement. Tu sais, des fois, les gens laissent leur télé allumée puis ça compte comme une vue. Bon. Mais sur YouTube, les gens choisissent de me regarder. Fait que si j'ai 300 000 vues sur ma vidéo, c'est 300 000 personnes qui ont cliqué sur ma vidéo et qui ont choisi consciemment de regarder ma vidéo. Fait que ça, je pense que j'ai quand même un très bon public. Puis j'ai pas 1 million d'abonnés non plus, mais je pense que j'ai un bon public qui est vraiment alerte à ce que je dis, il laisse des commentaires, des hypothèses. Et ça c'est intéressant justement pour des histoires criminelles, pour leur donner de la visibilité, je crois. La raison de ma question, elle est simple, hein. Ouais. Tu le sais. J'ai été au contact de certains journalistes. C'est marrant parce que dans divers commentaires, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur Instagram, des personnes te disent mais tu fais pas On te la raconte, ou alors tu fais pas une émission L'heure du crime sur RTL avec Jacques Pradel. Mais en fait, tous ces médias, je les ai sollicités. Mm-hmm. Et certains, c'est vrai, ont été un petit peu hautains. Oui. Parce que en disant oui, ok, mais nous on reçoit des personnes, des scientifiques, des personnes qui font partie de la justice, des criminologues. Ouais. Je t'en avais fait part le jour même, et c'est vrai que ça t'avait surpris. Hein. Ouais, mais je comprends, parce que j'amène rien de plus de scientifique, voilà. Mais il y a quand même un phénomène qui se passe sur YouTube, un phénomène qui se passe en fait sur Netflix, YouTube, les podcasts. Il faut en parler. Ça devrait les intéresser, le phénomène du true crime à l'ère de la technologie, et que des gens comme moi, des gens sur Reddit, sur 4chan qui s'improvisent comme détectives. Et il y a des crimes qui sont résolus grâce à des gens comme moi, des faux détectives, si on veut, là. Donc, c'est vraiment... Moi, je pense que ça pouvait les intéresser, que je parle de mon travail sur YouTube pour voir, tu sais, d'un autre angle, les jeunes s'intéressent au true crime, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter. Mais bon, ça les a pas intéressés. Je pense que c'est une vision ancienne, tu sais. YouTube, c'est 2.0, c'est une nouvelle façon de raconter des histoires. Je dis pas que c'est une concurrence, mais je pense qu'ils ont peur peut-être aussi. Oui, les médias traditionnels, et c'est sûr que ça leur... Tu sais, les podcasts, ça leur prend leur travail. Pourquoi un livre alors que tu développes une chaîne YouTube? Pourquoi un livre? Pourquoi ces 15 histoires
tu les as pas racontées. Non. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu voulais absolument écrire. Ah oui, mais c'était mon... Puis c'est drôle, hein? Mais je veux pas que mes abonnés pensent que je me suis servi d'eux, vraiment pas, parce que j'adore YouTube. Mais moi, j'ai parti YouTube parce que mon rêve, c'était d'écrire. C'était pas d'écrire réellement un livre comme ça, mais c'était juste d'écrire un livre. Puis je me dis, mon Dieu, les YouTubeurs, ils ont déjà un public. C'est tellement facile de vendre un livre. Puis c'est vraiment pas juste pour les vendre, mais aussi c'est d'avoir l'opportunité qu'une maison d'édition t'engage. Puis fait que c'était ça mon rêve. Puis j'ai dit, je vais me lancer sur YouTube. Puis si ça marche, mon Dieu, ça va être plus facile pour moi de proposer une idée de livre. Et voilà. Explique-nous la naissance du livre. C'est la maison d'édition qui est venue te voir. Comment ça a fonctionné? Ben c'est moi. Non, c'est avec mon agence au Québec. J'avais pas d'agence. Puis il y a beaucoup de YouTubeurs qui ont des agences au Québec. Et mon agente est super femme d'affaires. Elle dit, t'aimerais pas ça écrire un livre? Puis j'étais comme, ben oui, c'est mon rêve de toute la vie. Genre, c'est juste mon rêve de toute la vie. Ben elle dit, ben moi, demain, je vais avoir un rendez-vous pour écrire un livre. Et je suis allée voir les éditions de l'Homme. On est à quelle période? Ça fait 1 an. On est au mois de janvier. Février 2019, ouais. D'accord. Ça fait 1 an exactement. Ouais, janvier ou février 2019, puis ils m'ont dit, ah, mais Victoria, c'est drôle parce que on te connaissait déjà, puis tu nous intéressais. On pensait déjà te contacter pour écrire un livre. Fait que c'était comme genre, tout s'est bien aligné, là, et voilà. Il s'est passé quoi dans cet échange? Donc on se met d'accord, et là on te dit, allez, tu écris, on a besoin d'avoir le livre quand? Ouais, ben en fait, premièrement, moi je savais pas non plus qu'est-ce qu'ils voulaient. Moi, dans ma tête, écrire un livre, c'était écrire un livre de fiction. Mais là, j'ai dit, je préfère comme 15 histoires de disparition, ben pas 15, ou des histoires de meurtre, plein de petites histoires, une grosse histoire, je ne savais pas. Puis ils m'ont dit, non, je pense que ça va nous intéresser, genre 15 histoires variées. Puis ils m'ont dit, ils m'ont donné comme 6 mois. Même moi, j'ai remis, je voulais, parce que je me mariais en juin, puis je voulais comme avoir terminé pour juin. Fait que j'ai remis mon livre début juin. Puis ça m'a pris même pas 6 mois à écrire un livre, là, ça a été. Puis il y a même des gens qui disaient, c'est sûr que t'as pas écrit le livre là, toi-même parce que c'est impossible d'écrire un livre en aussi peu de temps. Mais j'étais là, non, je l'ai écrit puis j'ai juste fait ça pendant 6 mois. Mais comment t'as procédé? Tu te levais le matin, tu as fait tes recherches. Tu as d'abord fait toutes tes recherches. Non, tu as fonctionné une recherche, un chapitre. Oui, c'est ça, c'était par chapitre. Je passais 2 jours de recherche, 2 jours de rédaction, environ, même plus. Là. Puis, le matin, le soir? Toute la journée. Ben, je me lève quand même tard, là, 9h30, 10h environ. Ouais. Puis je finissais vers 18h. Des fois, je continuais un peu. Je finissais vers 18h, mais c'est quand même difficile parce que des fois, il n'y a aucune inspiration. Tu n'as vraiment pas envie d'écrire, il y a des jours. Puis, fait que c'est ça, je faisais ça du lundi au vendredi et les fins de semaine, je continuais à faire mes vidéos quand même parce qu'il fallait que je publie 2 fois par semaine. Ouais. Fait que c'est ça, toute la journée, je m'installais devant mon ordinateur avec mon café, mais après, je me faisais toujours interrompre par mes chiens qui voulaient sortir dehors. Puis, ouais, c'est ça. Tes chiens? Hein? Ouais, mes chiens. Ils te manquent? Oui, ils me manquent toujours. Je pars un après-midi, puis ils me manquent. Donc. Oh. Ouais. C'est quoi leur nom? Obama et Salchicha. Pourquoi Obama? Ouais, tout le monde me dit c'est parce qu'il est noir, hein, puis raciste. Je suis là. Parce que moi, j'ai toujours voulu un chien qui s'appelait Obama, mais avant de connaître ce chien-là, parce que j'adore le président Barack Obama. Puis on a adopté Obama. Puis ça a donné qu'il était noir, mais c'est vraiment pas à cause de ça. S'il avait été blanc et tu l'aurais appelé Obama, on aurait dit tu te moques du monde. Oui. Puis les gens, tu sais, si j'avais détesté Obama, je l'aurais, tu sais, je veux dire. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Bref. C'est ça. Pourquoi ce titre? Garder l'œil ouvert. C'est un gimmick peut-être que tu as déjà? Oui, je le dis à la fin de mes vidéos, toujours. Et d'ici là, n'oubliez pas de garder l'œil ouvert. Parce que je parle de disparition, mais je trouve ça important que les gens... Mais parce que ça représente tellement de choses, garder l'œil ouvert. Quand je dis surtout aux gens d'être prudents, garder l'œil ouvert, soyez alerte. Ou... je demande une histoire de meurtre, tu sais, les témoins, gardez l'œil ouvert, ouais, c'est ça. Ou gardez l'œil ouvert si vous voyez cette personne disparue ou si vous voyez des choses louches. Et je le dis toujours dans mes vidéos. Et honnêtement, pour ce livre-là, là, ça m'a tellement pris de temps de trouver un bon titre. Puis après, je me suis dit, mais voyons, c'est le truc le plus facile, tu sais, je le dis dans toutes mes vidéos, pourquoi j'ai pas pensé avant? Et voilà. Tu termines comment tes vidéos? Tu dis quoi quand tu fais Over and out. Tu peux le dire? Over and out. Par contre, j'étais déçu. Ouais, tout le monde me l'a dit, que c'était pas dans le livre. Ben, je le vois pas à la fin. Ouais, mais ça n'a pas rapport. Tu le dis. Ben, c'est ça. Tout le monde a dit pourquoi il est pas dans le livre.
Tu sais, pourquoi je le mettrais, c'est ça. On est d'accord. Ouais. Ça représente quoi pour toi sortir un livre? Ah, c'est vraiment réalisation de toute une vie, là. C'est mon rêve, puis ça m'amène ici, ça m'a amené beaucoup d'opportunités. Mon livre, au Québec, juste au Québec, c'est assez bien vendu. J'ai pas encore les chiffres, là, mais je sais que c'est bien vendu. Puis, je suis vraiment contente. Ouais. C'est vraiment un rêve. Toi-même, tu es une grande lectrice. Oui. Oui, beaucoup. Tu lis quel type de livre? De tout. Je dis toujours que j'ai 3 livres. Là. Je lis toujours 3 livres en même temps. Un livre de true crime pour les recherches pour une vidéo. Fait que j'en lis un gros livre de true crime par mois. Ensuite, un roman, toujours en même temps pour me détendre. Et un livre, souvent, un livre d'information, je sais pas, là, Sapiens, là, Homo sapiens. Homo sapiens. Ouais, je l'ai lu récemment. J'ai toujours un livre de ce style-là, là, où j'apprends quelque chose. Donc, à peu près 2 ou 3, là, ouais. Alors, tu es tombé en amour avec la littérature quand tu as lu le poème La romance du vin de Émile Nelligan. Nelligan, oui. Vous le connaissez ici? Pas trop. Non, mais c'est un poète... je pense pas qu'il soit québécois. Ouais. Mais... Il dit quoi, ce poème? Mais c'est quoi? Vive les maris. Je me rappelle même plus. Mais mon Dieu, ça, c'était au cégep. J'avais lu... C'était une de mes professeurs. 11 ans, 12 ans? Non, cégep. Non, j'avais 18 ans. Ça après. Ouais, ça me fait... c'était une professeure qui l'avait récité, puis j'étais comme... J'avais des papillons dans le ventre en l'écoutant, mais ça fait quand même longtemps que je l'ai pas relu, c'est triste, ouais. Ça, puis aussi Speak White, c'est un poème québécois, en tout cas. Bref, la poésie, ça me fait tomber en amour avec la littérature, mais là, j'en lis même pas. Ça fait longtemps que j'ai pas lu de poésie. Bah alors... C'est triste, hein? Je sais pas pourquoi. Ouais, c'est vrai que je devrais en lire plus. Femme, je bois à vous qui riez du chemin où l'idéal m'appelle en ouvrant ses bras roses. Je bois à vous surtout, homme au front morose, qui dédaignez ma vie et repoussez ma main. Ouais. Quel livre a changé ta vie? C'est drôle. Changer ma vie, changer ma vision des choses, c'était vraiment... In Cold Blood, donc à sang-froid, je crois, de Truman Capote. Je le dis Truman toujours. Capote, on dit. Truman Capote, oui. Oh mon Dieu, ce livre-là, je l'avais lu, je commençais à sortir. Ça faisait pas longtemps que j'étais avec César, je me rappelle, j'étais chez lui. Puis c'était le seul livre que j'avais trouvé en anglais au Mexique. Puis, oh mon Dieu, ça a changé ma vision des choses sur tellement de choses. Là, ouais, Il paraît que tu adores acheter au moins un livre à l'aéroport. Non, j'en ai pas acheté cette fois-ci, mais là, je vais en acheter ce soir à la FNAC. Ouais. C'est vrai que j'achète toujours des livres à l'aéroport. Ouais. Non, pas cette fois-ci. Qu'est-ce qui te manque le plus de ton adolescence? T'es nostalgique ou mélancolique ou pas du tout? Toujours, trop même. Genre, il y a des chansons que je suis pas capable d'écouter, ça me rend triste parce que ça me rend trop nostalgique, ouais. Qu'est-ce qui me manque de mon adolescence? Je pense que c'était des... On dirait que je pleure, mais j'ai de quoi dans le... non. Excusez-moi. C'est de faire des fêtes, là. Tu sais, là, on fait plus ça, mais des fêtes dans des sous-sols, là, chez un ami, puis ses parents sont en haut. On appelait ça une boom à l'époque, oui, je sais pas comment. Ouais, je pense que nous, on disait des parties, mais je pense que c'est ça. Puis, tu sais, les premières fois que tu commences à boire, tu bois une bière, puis t'es comme... Puis, il y a pas de cellulaire, il y avait pas de cellulaire à cette époque-là, pas vraiment, là. Les gens étaient pas sur leur téléphone, là, jamais. Téléphone portable, vous dites, ouais. Mobile, ouais. Ouais. Je pense que c'est ça, juste comme d'être avec des amis de secondaire, puis... Ouais. On fait une petite pause? Oui. On fait non, mais on reste, mais on fait une petite pause boisson? Oui. Ah, t'es cute. Un verre? Ouais. Alors, c'est pas du placement produit, mais tu bois des litres et des litres. C'est trop cute, merci. De café ou d'énergie drink. Toujours. Ouais, j'ai besoin d'énergie, toujours. C'est vrai? Non, mais j'aime le sentiment, j'aime le goût, là, premièrement. Merci. Ouais. D'aspartame, de médicaments. Ouais, tu disais ça hier. Puis j'aime les sentiments d'avoir ça... Tu peux boire, vas-y. Ouais, mais toi, tu bois pas? T'inquiète pas. Cheers. Ah, tu voulais trinquer? Non, mais c'est juste du Red Bull. Merci, t'es cool. Excellent. Je savais même pas que vous en aviez en France du Red Bull, mais... Tu crois à la vie après la mort? Oui. Bon, allez, c'est tout. T'embrasse, à bientôt. Oui, vraiment. Oui, je pense, je sais pas, je suis pas très croyante en quelconque religion, mais oui, je crois qu'il y a quelque chose après la mort. Bon, du moins, j'espère, oui. Tu penses que ça vient de quoi, le fait de croire à ce genre de choses?
Oh. Comme le fait de ne pas croire à ce genre de choses. Ouais. Je pense pas que c'est de la manière que tu as été élevé, parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient, qui grandissent catholiques Bien et sûr. ensuite sont athées, deviennent athées. Je pense que c'est ton... Je sais pas, tu sais, c'est d'avoir espoir en quelque chose. Il y en a qui sont assez terre à terre, réalistes, rationnels. Moi, je suis tout le contraire d'être terre à terre. Donc, je pense que c'est ça, peut-être. J'espère, tu sais, j'aime ça, ça rend les choses mystérieuses, là, tu sais, que... Ouais. D'après toi, est-ce qu'on peut maîtriser son destin? Je pense que dans une certaine mesure, oui, là, parce que, tu sais, il faut être conscient qu'il y en a qui naissent pas avec les mêmes chances. Si tu nais dans une bonne famille, dans une bonne ville, tu reçois une éducation, je pense que oui, de là, tu peux, tu sais, à peu près tout est possible. Là. Tu peux faire un peu n'importe quoi, mais c'est sûr qu'évidemment, il y en a qui naissent pas avec ces chances-là, puis là, c'est plus compliqué, ouais. On peut faire le parallèle avec les disparitions. Ils n'ont rien maîtrisé, ces gens-là. Non, pas du tout. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, ton destin bascule d'une journée à l'autre, ou t'es au mauvais endroit au mauvais moment. Non, mais c'est sûr aussi qu'il y a des femmes disparues, par exemple. Je pense à Suzanne Powell, qui était dans une relation super toxique avec un homme toxique. Bon, elle l'a pas vu venir, mais il y en a des femmes qui restent très longtemps dans des relations malsaines où elles se font battre. Puis évidemment, c'est très triste, il y a le syndrome de la femme battue et tout. Mais que ces femmes se retrouvent assassinées ou elles disparaissent. Et bon, c'est ça, des fois, ça prend du courage puis de la force pour... Ouais, quand on prend l'histoire de la famille de Nathalie Champigny, quand on prend l'histoire de la famille Méchineau qui font un réveillon de Noël. Ouais. Alors, ils vont pour rentrer chez eux, les enfants sont excités pour aller ouvrir leurs cadeaux, mais en fait, ils sont jamais rentrés. Ouais, c'est ça. Et on sait pas où ils sont. Ouais, exact. Fait que eux, tu sais, non, ils pouvaient pas. Peut-être le père, on sait pas, là, si ça, c'est lui, une histoire le française père. à Cognac, en plus. Mais... Oui, c'est ça. Mais non, c'est ça. Je pense qu'on peut... Nathalie Champigny, la pauvre, elle pouvait rien faire. De quoi as-tu peur, hormis des cafards? Ouais, oh mon Dieu. C'est vrai, tout le monde m'a écrit, hein, genre, tu parles de tueur en série, mais t'as peur des cafards, genre, ouais. Pardon. Je pense que c'est vraiment... C'est tout. J'ai juste peur de ça, des insectes. Mais moi, j'ai peur de perdre mes proches, évidemment. Ouais. Bon, tu sais, mais non, c'est la seule chose qui me fait peur, pour de vrai. C'est quoi réussir sa vie, selon toi? C'est d'être heureux 90% du temps. Parce qu'il y a toujours des creux, là, mais c'est d'être heureux dans ta relation ou seul, si tu veux être seul, dans ton travail, d'avoir une passion, quelque chose qui... Puis c'est de pas avoir... aussi, il faut se rendre compte, tu sais, quand t'as toujours hâte au week-end, quand tu travailles pour le week-end, souvent, c'est peut-être que t'es pas heureux dans ton travail, puis si c'est possible, remettons en question, puis ouais, je pense que c'est ça. Mais ouais, je pense que c'est ça. Tu es heureuse, toi, aujourd'hui? Oui. Ah, c'est sûr qu'il y a des petits creux, hein, comme tout le monde, mais oui, très heureuse. Mais surtout, l'année 2019 a été on parle de haut et de bas. Ouais, ouais, exactement. Mais l'année 2019, ça a été la plus belle année de ma vie. Donc, et elle commence bien pour 2020, oui, j'espère. Oui, vraiment, oui. Ça veut dire quoi, être libre? Mon Dieu. Être libre. Tu parles de relations toxiques, donc est-ce que, par exemple, dans une relation, on perd cette liberté? Est-ce que ces personnes qui ont disparu, elles ont disparu parce qu'elles avaient besoin de liberté? Certaines, peut-être pas. Certaines, c'est un petit peu le hasard. Ouais, je pense pas que les personnes avaient besoin de liberté. Non. Quand on parle de disparition, non. Mais être libre, c'est... Ouais. Je sais pas. Tu te sens libre? Moi, en ce moment? Oui. Oui. Mais c'est sûr que, tu sais, n'importe quoi, tu peux jamais être libre à 100%, tu sais, pour ton travail. Tu sais, moi, je peux voyager n'importe où, mais j'ai quand même, tu sais, je me disais, en étant youtubeuse, là, je vais avoir la liberté du monde. Mais non, tu sais, t'as quand même des responsabilités. En étant en couple, t'as des responsabilités. Donc, je pense que tu peux jamais être libre à 100%. Ou oui, peut-être. T'es exigeante avec toi-même aussi. Oui, très. Oui, énormément. Ouais. C'est ce qui fait que tu places le curseur. Ouais. Tu respectes comment tu les appelles? Mes charltonistes, ouais. Bah, tu les respectes beaucoup, je le sens au quotidien. Donc, ouais, puis je suis très organisée aussi, là, disciplinée. Ouais. C'est quoi l'erreur que tu répètes continuellement? C'est-à-dire que tu l'as fait, mais tu vas aussi la faire le lendemain. Et aussi le surlendemain. Dans ma vie, tu dis? Ouais, genre un pattern, un mauvais pattern. Il y a quelque chose? Ouais.
Ou t'apprends de tes erreurs assez facilement et tu refais pas l'erreur? Non, j'apprends pas tant. Non, mais l'impulsivité, je pense, Ouais. je vais faire des trucs tellement impulsifs, puis genre, après, je vais dire, ah, pourquoi j'ai fait ça? Puis, ou j'attends, puis, tu sais, fois, je suis dans une période très routinière, je m'emmerde, puis après, je vais faire de quoi de super impulsif, genre, ouais. T'as appris quoi de toi à travers tes vidéos, à travers ton livre? T'as appris des choses sur toi? Oui. Ben, positif, je pense que quand je veux quelque chose, je suis capable de l'avoir, là. Ça a toujours été comme ça dans ma vie, mais là, je le vois. Puis j'ai appris que je suis plus sensible que je pensais, là, par rapport à YouTube. Mais oui, ouais, les deux. Lire des critiques sur mon livre, s'il y a un petit... J'ai adoré, mais... je vais juste lire le mais. Bon, on va avoir des commentaires. Ouais, en tout cas, j'ai peur de... Non, mais même sur YouTube, s'il y a un commentaire négatif, ça va m'affecter. Là, Ouais. Quelles sont tes manies? Il paraît que tu mets de la glace partout, que tu es phobique du lait. Ça va jusque... C'est tout ça, ouais. C'est tout ça. Ouais. C'est drôle. Mes manies, des bonnes manies? Ouais, attends, des manies. Je pense que ça... C'est quoi ta morning routine? Tu te lèves? Ouais. Je suis sur mon téléphone. Direct. Ouais, Donc, direct. voilà, ça fait partie de tes manies. Ouais. Je descends, je sors mes chiens. Je me prépare un café, puis là, je réponds à mes messages sur mon téléphone. Je prends ma douche et là, je commence ma journée. Ouais, je pense que... Mais est-ce que c'est une manie? Non, peut-être pas. Ah, ben, je demande à César. On va le laisser. Ah, OK, c'est bon. Qu'est-ce qui t'inspire aujourd'hui? Ben, les femmes qui m'entourent, là, est-ce que ça peut m'inspirer? Bien sûr. Ça, mes meilleures amies, ma mère, ma soeur. Je pense que les femmes qui m'ont... Ouais, je pense que ces femmes-là m'inspirent. Puis j'aimerais ça peut-être plus... Si j'écris un roman de fiction, là, je sais pas, j'aimerais ça les inclure. Des femmes fortes m'inspirent, ouais. Il y a une recette au succès. Pourquoi ta chaîne fonctionne? Pourquoi d'autres ne fonctionnent pas? Oui, moi je pense que oui. Est-ce que c'est le travail ou c'est parce que tu es une travail. jolie fille blonde? Non, parce qu'il y en a plein sur YouTube qui sont pas très beaux, mais il y en a plein que physiquement, puis il y en a qu'on voit même pas sur YouTube, là, que c'est le travail, c'est l'originalité surtout, parce que sur YouTube, là, je veux dire, c'est facile de copier les autres, puis... Mais tu sais, quand tu t'inventes, quand t'es dans les premiers, puis il y a tellement encore de trucs sur YouTube qui n'ont pas été faits, puis je vois qu'il y a des gens qui reproduisent comme des concepts déjà faits, soit original, soit travaillant, et ouais, je pense que c'est ça. Et de quoi es-tu le plus fier? Mon livre, je pense. Tout ce que j'ai bâti, là, mon mini-empire YouTuber, là, YouTubers, ouais, je pense que ça me rend fière. Oui. Victoria Charlton, ça veut dire quoi pour toi, Never Give Up? Ben, c'est drôle. C'est le nom du podcast. Ouais, je sais. D'accord. Ouais, mais c'est drôle, c'est vraiment de ce qu'on parle. Never give up, c'est va au bout de tes rêves. Puis même si tu te fais refuser à plusieurs reprises, continue, puis tu vas l'avoir. Ouais. C'est aussi un peu le mantra des familles. Jamais abandonner, toujours y croire, toujours espérer aussi dans les disparitions. Wow, j'aurais dû dire ça, c'est une meilleure réponse. Oui. Oui, vraiment. Parce que, surtout dans les histoires de disparition, ouais. À travers ta chaîne, à travers ce livre, tu as l'impression de donner un sens à ta vie? Oui. Parce que tu mets en lumière les histoires. Oui. Oui, je vois par exemple, ma soeur est infirmière, puis je vois, tu sais, tous les jours, elle fait une bonne action, puis moi, je trouve que j'en fais pas. Mais avec YouTube, puis avec mon travail sur le Do Network, avec mon livre, j'ai l'impression que je fais une mini bonne action, puis que, tu sais, c'est ma façon de donner au suivant, si on veut. Tout en étant passionnée, oui. Quel est le rôle de la chance dans ton parcours? T'es chanceuse? Oui, je suis très chanceuse, oui. Tu joues au jeu de grattage? C'est quoi ça? Les jeux, le loto, non. la loterie? Non, je fais pas ce genre de choses. Mais je suis chanceuse parce que j'ai toujours eu de la chance. Ma famille, mes parents m'ont donné beaucoup de chance en m'envoyant, par exemple, dans une bonne école. Cette chance-là, bon, je l'ai eue en naissant dans une bonne famille. Mais après, c'est sûr que tu peux faire toi-même ta chance. Ouais. Qu'est-ce que tu ferais différemment dans ta vie? J'aurais peut-être commencé YouTube un petit peu plus tôt. Mais je sais pas si ça aurait fonctionné pareil. Je sais pas si j'avais la maturité pour le faire, mais je pense que c'est ça. Mais il y a rien que j'aurais fait différemment, non. Non, je suis vraiment contente de mon parcours. Tu rêves de quoi aujourd'hui? Quel est ton rêve? Qu'est-ce qui te reste à réaliser comme rêve? J'aimerais la télé, peut-être, faire un petit peu de télévision, continuer à évoluer sur YouTube, peut-être avoir des enfants éventuellement. Vous dites pas éventuellement ici, je sais. Mais... Si, ouais, dans un futur plus ou moins proche, ouais. On est à Paris, ouais. en France. Mm-hmm.
tu peux nous redonner ta chanson préférée de Charles Aznavour, La Bohème? Ah! T'es bon, j'arrive pas. Allez, Non! allez, je vais avec toi. Attends. Tu commences. Non, ça me gêne. Là. Non, allez, suis vas-y, rouge. allez. Victoria. Attends. La Bohème. La bohème, ça voulait dire tu es jolie. Ok, c'est bon, c'est trop. C'est fini. Vous pouvez applaudir hein, derrière l'écran. On va le supprimer au montage. Non, pas du tout. C'est top. Déjà, comment t'as vécu cet échange? Ah, j'ai bien aimé. Ouais, ça s'est super bien passé. Vraiment des bonnes questions. Je te laisse la main sur le podcast. Tu peux ajouter ce que tu veux. Qu'est-ce que tu dirais? Pour continuer avec sur Never Give Up, je pense que dans la vie, on a 50% de chance. Ce que tu réalises, c'est 50% de la chance, 50% du travail acharné. Puis même si tu travailles dans un McDonald's en ce moment, moi, j'ai travaillé comme serveuse dans un restaurant. Bon, n'importe quel travail que tu fais, ça te prend un rêve, premièrement, quelque chose que tu veux réaliser. Puis fais-le. Même si tu tombes, relève-toi. Puis... éduque-toi le plus que tu peux pour pouvoir justement atteindre tes objectifs. Aussi, surtout, je trouve que les femmes, c'est difficile d'être femme en 2020 quand même. Soyez très prudentes. Continuez, comme je dis toujours, continuez à garder l'œil ouvert, à barrer vos portes, comme je dis dans mes vidéos. Mais faites pas confiance à n'importe qui, mais là, les hommes aussi. Puis soyez prudents. Voilà, je pense que c'est ça qui est important. Victoria Charlton, ouais. Merci beaucoup pour cet échange. Merci à toi, Mélique. Donc, je recommande le livre Gardez l'œil ouvert aux éditions de l'Homme. Merci beaucoup. Over and out.